Bonjour chers auditorices et bienvenue dans le podcast Ah oui d'accord, le podcast pour une écoute active et enrichissante. Bonjour Nora, bonjour Louise. Merci d'avoir accepté mon invitation pour le premier épisode du podcast Ah oui d'accord. Vous faites partie du collectif Nous Toutes, Rhône. Est-ce que déjà vous allez bien et est-ce que vous pouvez nous en parler? Ça va super, merci pour l'invitation. Oui, ça va très bien aussi, merci. Nous Toutes Rhône, c'est une antenne locale de Nous Toutes, et donc Nous Toutes org, qu'on connaît beaucoup avec Internet et avec le fameux décompte de féminicide. C'est un collectif qui a été créé en 2018, je crois, après MeToo. Au départ, dans l'objectif, donc, évidemment, de lutter contre les violences sexistes et sexuelles, puisque ça va être notre sujet ce soir. Ouais, tout à fait. Mais c'était pour organiser un grand rassemblement le 25 novembre, qui est la journée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. D'accord. Et donc, ça a été fondé à ce moment-là, et après, les forces militantes se sont rassemblées, donc dans ces actions et dans ces ambitions, ça a un peu évolué, quoi. Ok. Et en fait, de ça ont découlé des collectifs locaux et des comités jeunes, donc des comités qui sont dans des universités parfois. Et donc nous sommes un collectif local. Pour parler un peu plus de nous, ce qu'on fait concrètement chez Nous Toutes Rhône, donc on a plusieurs actions. Je pense qu'on peut les regrouper peut-être sur un volet réappropriation de l'espace pour certaines d'entre elles. Donc ça va passer par le renommage de rue, par les collages qu'on peut faire, par les lectures féministes aussi. On prend la parole dans l'espace public. Beaucoup de sensibilisation en distribuant les numéros d'urgence et auprès des commerces particulièrement. En général, cette action elle est couplée aussi d'une visibilisation dans l'espace public avec les rubans violets. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de voir ça. Non, les rubans violets. Il y en a en bas de la rue sur les grilles de l'immeuble. Ce n'est pas moi, mais je ne citerai pas la personne qui l'a fait. Voilà. Les renommages de rue, les collages, ça j'ai beaucoup vu. Mais les rubans, pas encore. Les petits rubans. On a bien sûr des rassemblements ponctuels, ça va être en fonction des actualités qui peuvent arriver. Une de celles qui a fait peut-être le plus de bruit parce qu'on s'est attaqué à un monstre. C'était quand Gérard Depardieu est venu à Lyon pour chanter Barbara. Oui, j'en ai entendu parler. Je me rappelle très bien. Donc ça fait partie de genre de choses qu'on fait, mais être là, montrer qu'on n'est pas d'accord avec ça. Puis coordonner ce genre d'événement aussi. Coordonner tout ça, et du coup après dans les grandes manifestations, comme le disait Nora, il y a celle du 25 novembre et celle du 8 mars, du coup tous les ans. Et on a également le Daïn, je sais pas si tu as vu ça, en janvier. Alors d'habitude on le fait toujours aux alentours du 25 novembre justement, mais là on l'a fait en janvier, donc c'est très fort comme action. En fait on va représenter, c'est quand vous présentez les victimes. C'est ça. Oui, j'ai vu. On meurt dès que le nom de la personne est évoqué, la personne qui a l'affiche son nom tombe au sol, et donc on se rend compte du nombre de féminicides. Là, pour 2023, on en parlera après, mais c'était 134 personnes. Ouais, c'est énorme. Puis c'est impressionnant quand il y a 134 femmes debout devant le palais de justice qui tombent une par une. Le temps pour lire, on s'est chronométré un quart d'heure pour lire 134 noms. Mais en fait, il y a le temps de lire les noms, mais il y a aussi quand tu écris les noms et quand tu les plastifies. Et puis ce que ça représente et le fait de s'en rendre compte encore plus effectivement en l'écrivant, en le mettant en condition et tout. De voir qu'il y en a qui sont dont on ne connaît même pas l'identité. Alors après, qu'on ne connaît pas l'identité, c'est aussi des fois qu'elle n'a pas été rendue publique par la famille, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais l'année dernière, moi j'ai fait la mise en page des noms, et en fait c'est horrible parce que t'as beaucoup de noms qui défilent, et en fait t'as les dates de naissance, enfin dans la date de leur décès, si t'as l'âge et t'as leur lieu. Et en fait, finalement, les victimes, t'as toujours un point commun avec elles. Le lieu, c'est là où t'es en vacances, c'est là où t'as grandi. L'âge, tu peux avoir le même âge qu'elle, c'est l'âge de ta mère. Le prénom, alors moi, mon prénom est moins courant, donc je suis moins embêtée, mais j'imagine que Louise, il y en a eu cette année. Mais en fait, et donc ça a été hyper violent. Enfin, moi, je trouve ça hyper violent aussi de te dire, ah ouais, et puis à cette date-là, moi, je faisais quoi pendant qu'elle décédait sous les coups de son mari.
ce genre de truc. Ouais, c'est terrible. Malgré tout, c'était un moment, je trouvais extrêmement... alors, je dirais pas joyeux, parce que c'est pas joyeux, mais c'était hyper... Ça faisait du bien de commémorer. Ouais, ça faisait du... Enfin, moi, j'ai trouvé nécessaire. Voilà. C'était très saurore, en plus. Nécessaire, et voilà. Et t'avais ce moment hyper... où on était tout ensemble à faire ça, et du coup, c'était hyper fort. Ouais. C'est de la sensibilisation, et c'est... En fait, ce qu'on fait, on a un peu détaillé, mais on fait beaucoup de sensibilisation, malgré tout. De par des événements comme ça, et de par, mine de rien, aussi les rassemblements. Aussi, ça reste de la visibilisation et de la sensibilisation, puisque les renomages de rue, c'est de la visibilisation. Et il y a aussi de la sensibilisation qu'on fait à travers les médias. Bah, les médias, oui, quand on répond à des trucs comme aujourd'hui, mais aussi comme quand on va dans la presse ou même les réseaux sociaux aussi. De ce qu'on fait, on fait de la définition, des actus et tout. Oui, bien sûr. Ok. Et on a oublié de préciser tout à l'heure que Nous Toutes Rhône, du coup, fait partie du collectif Droits des Femmes 69, donc qui est un collectif, on vient de le dire. Un collectif de collectifs. C'est une communauté de communes. Un collectif de collectifs féministes, du coup. C'est le collectif de collectifs qui organise les manifs à Lyon. Donc, rassemblement du 8 septembre, 25 novembre, 8 mars, et puis plein d'autres rassemblements, qui est mobilisé sur plein d'autres trucs. Et donc, nous, on fait partie de ça. Donc, quand on dit qu'on organise les manifs, on co-organise en l'occurrence. Ok, d'accord. Très bien, merci beaucoup pour tous ces détails d'introduction. Au-delà de nous toutes, aujourd'hui, on va parler des violences sexistes et sexuelles faites au genre. Pour bien définir ce qu'est une violence sexiste et sexuelle, est-ce qu'on peut repartir de la base et du coup répondre à cette question ? Qu'est-ce que c'est exactement une violence sexiste et sexuelle faite au genre ? Déjà, c'est assez intéressant d'avoir les violences de genre d'un côté, les violences sexistes et sexuelles, parce qu'en fait, c'est la même chose. Simplement, violence de genre, ça permet de... Enfin, c'est de la violence faite en raison du genre, alors que les violences sexistes et sexuelles, c'est très souvent ciblé sur les violences faites aux femmes. Et donc, c'est beaucoup moins inclusif que les violences de genre qui permettent de regrouper toutes les personnes qui sont victimes de violences de par leur genre. Et en fait, comme le nom l'indique, les violences de genre, c'est des violences qui sont faites envers une personne ou des personnes en raison de leur genre. L'ONU en 1993 disait que les violences faites aux femmes, ça désignait un acte de violence fondé sur l'appartenance au sexe féminin. Et en fait, les violences de genre, c'est exactement la même chose, sauf que c'est un peu plus large. Mais par exemple, la différence entre une violence de genre et une violence tout court, c'est je t'insulte parce que t'es transgenre, ou je t'insulte parce que j'aime pas ton pantalon. Tu vois, j'aime pas ton pantalon, c'est pas une violence de genre, ça peut être n'importe qui, ça peut être un homme, une femme, n'importe qui. Alors que je t'insulte parce que c'est transgenre, parce que t'es transgenre, c'est une violence de genre. Et du coup, violence sexiste et sexuelle. Pour les violences sexuelles, ça va être tout ce qui va être agression, attouchement, etc. Ou harcèlement aussi, je le mettrais dans cette catégorie-là. Harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel, viol. Voilà. Donc, tout ce groupe-là. Et puis après, pour les violences sexistes, il y a peut-être plus de sous-catégories au final. Parce que nous, on les a regroupés en tout cas en six différents types. Les administratives, les économiques, les psychologiques, les physiques, les gynécologiques et du coup les sexuels. Et là, pourquoi est-ce qu'on parle de sexisme là-dedans ? Parce que la manière dont les personnes sont traitées ne va pas être la même en fonction de qui on est. Voilà. Et c'est tout ça le nœud du souci. À la question qui sont les victimes, je crois qu'on a déjà en partie répondu. Les femmes beaucoup, principalement. Les personnes transgenres, les personnes non-binaires aussi. En fait, les victimes de violences sexistes et sexuelles, c'est les minorités, de manière générale. Les minorités de genre, les femmes et les enfants, beaucoup. Oui. Donc en fait, c'est les personnes qui sont victimes de discrimination sont du coup aussi malheureusement victimes de... Enfin, les personnes qui sont victimes de discrimination et dans une autre catégorie discriminatoire de type de genre sont victimes de violences sexistes et de violences de genre. Mais ça concerne aussi par exemple les personnes LGBTQIA+. Et quand on parle des agresseurs, principalement les hommes, voire que des hommes. Alors en fait, il y a un chiffre qui existe et moi je l'ai pas, j'ai pas la source, j'ai pas réussi à le retrouver. Mais il y a quand même un chiffre qui existe qui, quand on parle de violence conjugale, et là je parle pas de violence sexiste et sexuelle, je parle vraiment de violence conjugale. En fait, majoritairement les femmes sont victimes de violence conjugale. Il y a des hommes victimes de violence conjugale,
mais en fait, les hommes victimes de violences conjugales sont souvent victimes de violences conjugales par leur conjoint et non pas par leur conjointe. Okay. J'ai pas retrouvé le chiffre, donc voilà. Okay. On essaiera, si quelqu'un sait... Voilà, si quelqu'un a l'info, je veux bien la reprendre parce que c'est quand même très utile, en vrai. Après, en fait, oui, statistiquement, c'est les hommes qui commettent des agressions sexistes et sexuelles et des violences de genre. Et je crois que c'est très autorisé parce que... c'est très autorisé et accepté parce que l'impunité. Ouais, c'est ce l'impunité que j'allais dire. et le continuum des violences. Et puis même quand on lit justement le fameux rapport du Conseil pour l'égalité, il y a un extrait que je vous ai mis du coup parce qu'il m'a frappé, c'est parmi les hommes de 25 à 34 ans, près d'un quart estiment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. C'est monstrueux. Ouais, alors c'était sur un panel de 2500 personnes, mais c'est quand même monstrueux. Et ça date de janvier 2024. Et c'est ça qui est édifiant. C'est absolument abominable. En 2013, l'INSEE donnait des chiffres qui étaient de 2006 à 2011. La part des femmes victimes de violences physiques et ou sexuelles est restée globalement stable, supérieure à 5,5% par rapport à celui des hommes. Alors que la part de victimes de violences diminuait chez les hommes. Ok. Et d'ailleurs, il y a tout un rapport qui existe et qui est disponible, mais qui dit aussi que les femmes elles subissent plus souvent d'autres atteintes sexuelles que la violence, comme l'exhibitionnisme ou les gestes déplacés, etc. Oui, c'est 2013, donc c'était avant MeToo, avant les définitions aussi des violences. Parce que la parole s'est libérée, donc du coup il y a aussi beaucoup plus de témoignages. Oui. Du coup les chiffres sont peut-être aujourd'hui un peu plus réels. On s'en rend peut-être plus compte aussi. La parole se libère, certes, mais aussi il y a beaucoup de choses militantes qui se sont faites. Alors, ça a toujours existé, des gens qui militaient pour les droits des hommes et des femmes et des minorités de genre, mais il y a quand même une démocratisation de ce sujet, des formations aujourd'hui qui existent là-dessus, donc on se rend plus compte. Il y a sur le site nous-toutes.org, sur lequel vous retrouvez aussi les infos sur les différents types de violences. Il y a aussi des formations qui existent, qui sont consultables en ligne et qui peuvent être faites en direct. Ça permet aussi toi quand tu vois cette formation, en tant que personne concernée ou en tant que personne non concernée, mais de te rendre compte aussi de ça c'est une atteinte sexuelle, ça c'est une agression sexuelle, et de voir un peu la différence à la fois dans la loi, à la fois dans l'imaginaire collectif, etc., de te rendre compte des choses qui ne sont pas tolérables en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été mis comme quelque chose de normal dans la culture populaire, dans les films, les livres, les musiques, etc. C'est ce qu'on appelle la culture du viol. Je sais pas du tout de quand date ce concept, mais il y a une formation nous-toutes.org qui existe là-dessus sur la culture du viol et quelle la banalisation du viol et des violences dans les médias. Et en tout cas, et ça c'est une impression personnelle et j'ai pas de chiffres et de sources là-dessus, mais là les chiffres que je vous donnais là ils datent de 2013. On voit bien dans le rapport HEC de janvier 2024 que les chiffres ont évolué aussi, parce que je pense que oui, la libération de la parole et de la parole et puis de la sororité et de la visibilisation permettent d'avoir des sources aujourd'hui qui permettent aux gens de parler, quoi. Ouais. Enfin, de parler et de se rendre compte de ce qu'elles vivent aussi. Oui, les violences. Dans le rapport du Haut Conseil de l'égalité, un chiffre où justement le sexisme est en hausse, 34% des hommes pensent que leur place est menacée. Oui. Et ça, en fait, c'est assez impressionnant. Un chiffre qui augmente justement au moment où la parole se libère. Au lieu de prendre conscience qu'il se passe quelque chose dans une société, et ben en fait, on a plutôt des hommes qui font le chemin inverse et qui se sentent menacés. Oui, mais ça, c'est comme quand on dit qu'on fait la chasse aux sorcières, quand on dénonce des agresseurs. On nous dit... Vous faites la chasse aux sorcières, il y a tout ce truc de la question de la diffamation qui fait que ça protège beaucoup les agresseurs, la question de la présomption d'innocence, etc. Alors la présomption d'innocence, déjà c'est un truc légal, qui en fait en théorie, qui est un truc légal, donc quand les gens disent oui mais la présomption d'innocence vous en faites quoi ? Moi je suis pas la loi. Il y a un vrai retour de bâton, donc le backlash, c'est ce que tu disais Louise, sur ça, et en fait les hommes se sentent menacés, parce que leur place est menacée. En fait, c'est pas vrai, leur place est pas menacée. On veut l'égalité et on veut pas, on veut pas se venger des milliers d'années de violence et
et de discrimination qu'on a subi. On veut l'égalité. Alors oui, c'est vrai que sur oui, mais légalement, quel droit vous avez, quel droit on a que vous avez pas. C'est un truc qu'on voit beaucoup dans les commentaires TikTok de Toutrone. Quel droit vous avez pas et qu'on a, et en fait, c'est pas l'égalité légale, c'est l'égalité sociale qu'on veut. Oui. Des droits. Des droits qui ne sont pas écrits, des droits qui sont... Moi, je veux avoir le droit de me promener dans la rue sans me sentir en insécurité. Enfin, je veux pouvoir le faire. C'est pas un droit, en fait. C'est juste un truc que je veux pouvoir faire, quoi. Et moi, ça m'a un peu fait flipper, ce chiffre. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est vraiment J'étais persuadée que ce chiffre était plutôt quelque chose qui allait tendre à descendre, en fait. C'est aussi lié à... On évolue... petit à petit aussi avec des gens autour de nous qui sont un peu dans les mêmes milieux, à la fois milieux sociaux mais aussi militants. Enfin moi aujourd'hui je fréquente, alors si les gens sont pas militants, je fréquente au moins des gens qui ont les mêmes convictions que moi, excepté pour les gens que je choisis pas de type famille, mais sinon amicalement, professionnellement aussi, j'ai la chance de choisir les gens aujourd'hui, enfin pas de choisir mais de travailler avec des gens qui partagent les convictions, donc effectivement j'ai l'impression que ça change. Mais on va travailler au lycée là à côté. Moi j'ai essayé, enfin je l'ai fait, c'était très bien, pardon, parenthèse, mais quand tu vois les lycéens, tu te rends compte que finalement, en fait effectivement, tu as des groupes très militants, très engagés, et j'aurais adoré être engagée comme à cet âge-là, mais par contre, derrière, des groupes, tu te dis oui, en fait on n'évolue pas du tout, quoi. Ouais, on va revenir tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on peut faire pour changer un peu tout ça, que ce soit dans le présent ou dans l'avenir. Dans le passé, qu'est-ce qu'on aurait pu faire J'avais une autre question que je me posais. Est-ce qu'il y a des lieux ou des milieux sociaux ou des métiers qui seraient plus impactés que d'autres dans les violences sexistes et sexuelles ? Moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de discrimination sur qui peut être concerné, malheureusement. Bon, après, quand tu regardes, il y a quand même des personnes qui cumulent, on va dire, très vulgairement, mais par exemple, les femmes handicapées et racisées vont avoir encore plus de chance ou de malchance d'être concernées par ce genre de situation, et en préparant le podcast, ça m'a fait penser à c'est l'instant pop culture, ça m'a fait penser à un épisode de Scrubs, je sais pas si vous vous rappelez de cette vieille série dans un hôpital, et du coup il y a un moment où il y a un débat entre deux personnages, donc il y en a une qui est une actrice blanche et il y a un acteur noir, et ils disent non mais tu te rends pas compte, c'est trop dur d'être une femme dans cet hôpital, et l'autre lui répond bah non mais c'est trop dur d'être noire dans cet hôpital. Et à ce moment-là, il y a une femme qui passe, une de leurs collègues, qui est noire, et donc docteur aussi. Et ils sont là tous les deux, genre, je crois qu'ils se tapent sur le cœur en disant respect ou un truc comme ça. Ça a très mal vieilli. Oui, mais ce passage-là est a priori très pertinent. C'est l'intersectionnalité, en fait, elle est là, quoi. C'est que finalement, les luttes se rejoignent. La question de l'intersectionnalité, c'est ça, c'est la question que les luttes se rejoignent, et tu peux pas lutter contre le sexisme sans lutter contre le racisme. Bien sûr. Alors, en tout cas, c'est notre position à nous, chez No Toutrone et chez No Toute Org d'ailleurs. Mais en fait, c'est que finalement, quand t'es handicapé, t'es très précarisé, et t'es mis de côté, t'es victime de violence, etc. Et donc, quand t'es une femme handicapée, c'est encore pire. Ouais, d'accord. C'est ça, c'est le cumul. Donc, 80% des femmes en situation de handicap ont été victimes de violence. C'est énorme. C'est énorme. 75% des agressions islamophobes visent des femmes. Et 85% des personnes transgenres sont agressées une fois au cours de leur vie. C'est énorme. C'est des chiffres qui sont énormes et qui montrent bien que être une femme, c'est un truc de discrimination, mais être une femme blanche, c'est un privilège en fait. C'est malheureux, mais il peut y avoir une question de cumul, quoi. Mais c'est tout à fait ça. Il peut y avoir une question de cumul. Et si on parle vraiment de lieux physiques, les harcèlements sexuels au travail, c'est 32% des femmes quand même. C'est dans un épisode des Couilles sur la table de Victoire Turaillon que son invité, je ne me rappelle plus le nom, nous explique quelque chose sur comment se passe le sexisme en entreprise. Même dans un grand groupe, par exemple, en fait, il y a beaucoup d'hommes qui sont en charge, qui sont à des hauts postes, donc du coup, qui peuvent avoir des violences au quotidien sur les femmes par un rapport de hiérarchie, et que même et de domination exactement, et que même dans des métiers par exemple des personnes qui sont responsables de nettoyer les gares, on
on remettait le job de nettoyer les toilettes aux femmes et de conduire les petites voitures pour livrer les trains aux hommes. Et que ça avait été démontré, quoi. C'est des choses, mais je trouve ça quand même super impressionnant, en fait, de se rendre compte que c'est absolument partout. Dans les métiers, en fait, quand on parle de différence de salaire entre les hommes et les femmes, c'est pas une différence concrète. Enfin, c'est pas une différence très visible, genre, moi, je travaille dans un bureau et mon collègue en face de moi, il travaille un truc et on n'est pas payé pareil. C'est surtout, c'est que les femmes, finalement, elles touchent moins d'argent parce que elles font des métiers plus précaires, ou alors elles sont à temps partiel, ou alors elles sont plus en CDD qu'en CDI, etc. Ouais, okay. Et d'ailleurs, on le voit bien, ça va être petit exemple pop culture aussi. C'est un exemple récent, parce que dans le film Barbie qui est sorti cet été, et en fait, quand ils vont chez Mattel, dans les bureaux, donc autour de la table, il n'y a que des hommes, évidemment, tout à fait. C'est très rigolo. Et en fait, ils disent qu'ils ont la parité au sein de leur entreprise. Et effectivement, il y a Mattel, ils ont certainement la parité, puis je sais pas ce que c'est dans la réalité, mais ils ont la parité au sein de l'entreprise. Oui, en fait, c'est que les femmes, c'est les secrétaires, parce que les personnes qui font le ménage, c'est des femmes ça, donc oui, il y a la parité. Mais en fait, c'est des emplois beaucoup plus précaires. Où, en fait, ouais, c'est ça. C'est à quel poste et c'est ça qui crée la différence de salaire. On demande de casquette RH une seconde. L'index égalité femmes-hommes que toutes les entreprises privées doivent publier tous les ans a ce critère-là, justement, aux 10 postes les mieux rémunérés de l'entreprise qu'il y a. C'est quoi cet index ? C'est un index qui a été du coup demandé, je crois que ça fait depuis 2000, j'ai envie de dire 18, mais à vérifier. On a demandé en fait aux entreprises privées de calculer cet index. Donc on va regarder plusieurs choses. On va regarder le nombre de personnes qui reviennent de congé maternité qui sont augmentées. D'accord. Sur l'année qui vient de se dérouler. On va regarder justement toute la population, anonymiser l'entreprise et voir à poste équivalent et année d'études équivalente si le salaire est le même. S'il y a une disparité. Okay. Et puis il m'en manque 2. J'avoue que je n'avais pas forcément. Non, c'est vrai, là on est. C'est hyper intéressant parce que du coup, c'est plus en détail que juste dire l'égalité des hommes et des femmes. Oui, tout à fait. Ça demande de regarder vraiment ce qui se fait. Mais j'ai une question, est-ce que tout ça c'est encadré ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a donné le rapport et qu'on voit qu'il y a des écarts ? Je pense qu'en fait, il y a un seuil minimum à avoir. Et si l'entreprise est en dessous de ce seuil, effectivement, on doit proposer un plan pour y arriver en fait, arriver à, je crois que c'est 85, c'est sur 100 points le calcul. Et on va trouver les deux autres. Comme un label en fait. Voilà, c'est ça. Écart rémunération femmes-hommes, je l'ai dit. Écart du taux d'augmentation individuelle. Du coup, en regardant femmes-hommes. Au taux de congé mat, on en a parlé. Les 10 plus hautes rémunérations et l'écart du taux de promotion. Ça, c'est seulement pour les grosses entreprises de plus de 250 salariés. D'accord, donc ça touche toutes les petites, moyennes entreprises, grands groupes. Ouais, tout à fait. Et du coup, l'index est calculé, il doit être publié, il doit être visible soit sur le site internet de l'entreprise, de toute façon à minima, et après il doit être diffusé en interne également. Et pour les entreprises qui ont un comité social économique, le résultat est le même, le détail du calcul doit être communiqué aux représentants. Ça veut dire qu'avant de postuler quelque part, tu peux regarder ça ? Tu peux tout à fait regarder. Ah, c'est hyper intéressant, je savais pas. Ouais, c'est clair. Alors depuis quand ça existe, j'étais précurseuse en 2018, ça date de 2020. Voilà. Ok, donc c'est pour les entreprises d'au moins 50 salariés. Mais d'ailleurs, petite info supplémentaire, quand on parle des retours de congé maternité, il faut savoir qu'après un retour de congé parental, enfin maternité ou paternité, les hommes ont tendance à être augmentés. Parce que comme ils deviennent parents, vous avez plus de responsabilités, vous êtes plus... Alors que les femmes, du coup, seront moins sujettes à augmentation parce qu'elles vont être absentes. Oui. Merci d'avoir écouté ce premier épisode, qui était la première partie de mon échange avec Nora et Louise. Avant de conclure cette première partie, j'aimerais revenir sur 2 informations qui ont été dites dans l'épisode. Le HCE avance comme chiffre 37%, et non 34% des hommes qui se sentent menacés ou que leur place est remise en question par le féminisme. On peut y voir un lien étroit avec le masculinisme et ses idées. Cela fera sûrement l'objet d'un futur épisode. Pour préciser les propos de Nora concernant les personnes qui agressent, voici quelques chiffres du ministère de l'Intérieur parus en 2022. Selon le bilan des morts violentes au sein du couple, voici les chiffres de 2022. Le profil type de l'auteur n'a pas changé par rapport à 2021 sur l'ensemble des morts violentes au sein du couple. Il est majoritairement masculin, 84%. À savoir qu'en 2022, les féminicides correspondaient à 81% des décès dus à des violences au sein du couple ou dus à un ex-conjoint.
Vous trouverez toutes les informations de cet épisode dans les notes. Si vous souhaitez réagir à cet épisode, vous pouvez m'envoyer vos questions ou commentaires via Instagram sur mon compte Ah oui d'accord podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Merci et à bientôt pour un prochain épisode.